Vous n'avez pas d'armée, nous voulons être votre armée et votre voix, votre parole poétique ont trouvé un écho en Turquie, comme dans tout le monde entier. Combien de juristes de combien de pays vous êtes-vous réunis pour la Palestine? Écoutez, les choses évoluent vite et bien. Actuellement, il y a 600 avocats qui se sont inscrits sur la plainte, mais en fait, on va arrêter le décompte parce que il faut s'organiser par pays. Et d'ailleurs, en Turquie, il y a une très forte mobilisation. Donc, voilà, il y a une première étape qui a été qu'en 15 jours, en 10 jours, on a eu 300 avocats. 10 jours après, il y en avait 600 à chacune de nos visites à la Cour. On reçoit des demandes tous les jours. Notre armée se met en place, elle est au service des Palestiniens. Et je sais que je peux compter sur toute l'ardeur des avocats, où qu'ils soient. Et on va changer beaucoup de choses. Oui. Euh, une requête a-t-elle été déposée auprès de la Cour pénale internationale? Comment se déroulera le procès? Dans quelle procédure êtes-vous actuellement? Pourriez-vous nous en informer? Alors, devant la Cour pénale internationale, il y a une procédure qui est très particulière, qui est vraiment propre à cette juridiction internationale. Et pour le moment, on est sur la phase de l'ouverture d'enquête, qui est tout un processus en elle-même, parce que quand vous voyez l'actualité, il y a beaucoup d'événements qui viennent et la Cour ne peut pas se saisir de tout. Donc, il y a toutes sortes de critères. Mais la première réponse à vous donner, c'est qu'il y a maintenant une enquête approfondie qui est ouverte pour ce fait de génocide devant la Cour. Voilà. Donc, c'est le résultat de notre rencontre du 22 novembre où on a rencontré l'équipe qui était chargée de l'enquête. Donc, de ce point de vue-là, voilà déjà un acquis qui est tout à fait important. Ensuite, on demande, nous, dès le début de la plainte, que des mesures soient prises telles qu'elles ont été dans d'autres dossiers et telles que le statut le permet, à savoir des mandats d'arrêt qui ont une très forte signification et qui, en l'occurrence, pourraient bloquer ce génocide. Il y a la pause, là, ces jours-ci, pour quelques jours. On n'ose même pas parler de cessez-le-feu, mais il y a des déclarations du Premier ministre disant qu'il va reprendre tout de suite et qu'il veut tout anéantir. Donc, et on essaye de le bloquer. Voilà. Ensuite, devant la Cour, ce sont des processus qui sont lents, mais je fais 15 ans que je fais des procédures devant la Cour et qu'on essaye de progresser. Et je suis vraiment en mesure de dire que cette fois-ci, le contact n'est plus du tout le même et qu'on a le fruit de ce travail antérieur, ce qui fait que nous travaillons en bonne phase avec le bureau du procureur. Vous avez dit, la Cour, ils ont accepté votre demande comme la génocide, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une procédure de recevabilité devant la Cour, mais cette question qui vient souvent, c'est de dire que cette requête n'aurait pas d'avenir parce que Israël n'a pas reconnu la Cour pénale internationale. Et cette question, elle a été réglée. Elle a été réglée après un an de débat devant la Cour, c'était en 2021, on a fait juger que la Cour, par la Cour, hein, pas par le procureur, par la Cour, que la Palestine est un État et que cet État a une compétence souveraine sur la Cisjordanie, Gaza et même Jérusalem-Est. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale est un très bon terrain pour la Palestine parce que c'est la seule juridiction dans le monde qui a reconnu clairement que la Palestine était un État avec une souveraineté. Donc, cette question que l'on met beaucoup en avant, elle n'est jamais discutée quand on va à La Haye rencontrer les équipes qui travaillent là-bas parce que c'est réglé. La procédure, elle est valable. Nous savons que seuls les États peuvent saisir la Cour pénale internationale. Avez-vous déposé une plainte au nom de l'État de Palestine? Non, devant c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une ratification par l'État, donc ça c'est fait. Voilà, la Palestine l'a fait le 1er janvier 2015. Ensuite, elle a elle-même déposé une plainte générale qu'on appelle un référol, qui transfère globalement la compétence pénale. Et ça aussi, ça a été fait. Donc une fois que ça c'est fait, toute personne, tout groupe organisé peut transmettre des éléments à la Cour. Ce qui notre seule option, nous, ça a été de parvenir à se faire entendre avec beaucoup de force du fait
de ce poids des avocats, des 150 ONG également qui nous ont donné le mandat, et puis je dirais quand même de la pertinence de l'argumentaire, c'est-à-dire que tout le monde regardait ce qui se passait en disant qu'est-ce que c'est, Israël peut se défendre, et non, les pays occidentaux étaient dans le brouillard absolu. Eh bien, nous, on est venu poser un acte en disant c'est un génocide. Voilà. Et la force de l'argument a beaucoup joué pour la prise en compte de la procédure. Donc, une procédure conduite par des particuliers, elle nourrit la réflexion du procureur et elle l'oblige à prendre position. Et actuellement, nous sommes en train de recevoir et de travailler sur des dossiers qui viennent des victimes. Donc, les dossiers viennent, ils sont comme en temps de guerre, hein, donc il n'y a pas tout ce qu'on en a d'habitude, mais c'est un travail très précis qui est bien fait. Et on aura dès la semaine prochaine une série de dossiers importants à transmettre au bureau du procureur en lui demandant cette mesure immédiate et qui pourrait vraiment changer le cours des choses. Et après tout ça, avez-vous subi des pressions? Avez-vous reçu des menaces? Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Mais les gens savent que j'ai quand même un peu d'expérience sur le sujet et qui répondent à l'argument. Bon, j'ai notamment écrit cette plainte sur le génocide. Ben, si je me suis trompé, il faut me le dire. On est des avocats. Et j'ai jamais vu d'argumentaire encore en ce sens en me disant que mon analyse, elle était totalement fausse. Je n'ai rien eu jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, chaque jour qui passe, ben, on constate qu'on reçoit de nouveaux soutiens d'avocats qui sont des professionnels du droit, de nouveaux soutiens de professeurs de droit qui disent comment on peut soutenir, comment on peut travailler parce qu'un génocide, c'est pas possible. Et puis également de groupes d'influence, d'ONG qui sont parfaitement au sujet. Et voilà. Donc, cette réalité d'un génocide selon les critères de la jurisprudence, elle s'impose. Mon question, vous avez dit il y a le génocide au Palestine, ce que vous voyez. Et Oui. quelles sont des autres infractions au statut de Rome, pensez-vous que les personnes que vous avez citées ont commises? Bien, moi, je retiens la seule infraction de génocide Mhm. parce que elle permet une vision globale. Mais si on prend isolément, on trouve toute une série de crimes. Le bombardement de maisons a commencé par cela, l'absence de distinction, on est à 97 ou 98% de civils, l'attaque des hôpitaux, l'attaque des ambulances, donc il y a tout le transfert forcé de population. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas une série de faits isolés comme on avait pu le voir dans d'autres agressions. C'est une démarche globale qui est de dire on va faire comprendre aux Palestiniens qu'ils n'ont plus leur place sur la terre de Gaza. Voilà. Et pour cela, on va faire une série de crimes. Donc, si on prend crime par crime, on s'affaiblit. C'est la vision globale. Couper l'eau, couper l'électricité, détruire les maisons, obliger 1,5 million de personnes à quitter leur habitation, les plonger dans la plus grande précarité, les bombarder avec une violence et des séquelles, des blessés graves, beaucoup de morts. Et puis un discours qui est déshumanisant en disant mais les Palestiniens vous êtes des animaux et vous n'avez plus votre place ici, on va changer votre vie et en frappant les enfants parce que tuer les enfants est une manière de dire pour vous-même faites ce que vous avez à faire mais vos enfants ne seront jamais en sécurité et les enfants de vos enfants non plus donc quittez cette terre. Voilà c'est-à-dire qu'il faut l'analyser globalement. Voilà, en faisant ça, et on fait d'ailleurs le lien avec le principe d'autodétermination, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne respecte pas le principe d'autodétermination, c'est-à-dire le droit du peuple palestinien à vivre sur sa terre, eh bien, un jour ou l'autre, on en arrive à ce que l'on voit maintenant. C'est-à-dire que vu que je ne respecte pas l'autodétermination du peuple palestinien, ben autant le chasser. Donc, c'est les colonies, c'est ceci, et maintenant, c'est ce génocide que nous voyons sous nos yeux. Et quand et comment pensez-vous que cette affaire sera conclue? En disant cette affaire, je parle de la Cour pénale internationale. Oui.
Un avocat va jamais s'engager sur des délais, surtout que les délais ne sont pas mon fait, mais ceux des juges. Les Palestiniens sont parfaitement raisonnables. Ils voient maintenant qu'ils ont déjà bien progressé, vu qu'ils ont une cour à laquelle ils peuvent s'adresser et qui les considère comme des êtres humains égaux aux autres. C'est le seul endroit dans le monde où ça existe. Bon, donc maintenant on avance sur le terrain d'épreuve. J'espère qu'on obtiendra des mandats d'arrêt. On verra bien. Si la cour estime qu'elle ne peut pas délivrer les mandats d'arrêt, il y aura quand même un peu une crise de confiance, vous voyez, parce que il y a eu d'autres cas où on s'est un peu précipité, et puis là, on ne pourrait pas le faire. Alors, c'est bon, ce qui fait qu'on travaille positivement hein, sur ces sujets. Après, il va de soi, chacun le comprend, que pour instruire au niveau judiciaire un dossier qui aura duré je ne sais combien de jours, parce que on espère que c'est fini, mais on ne le sait pas, avec toutes ces destructions, avec tous ces morts, avec tous ces blessés, avec tous ces gens qui vont être traumatisés à vie, parce que je pense à des grands-parents qui se retrouvent, qui ont élevé leurs enfants, qui ont appris à avoir l'éducation, qui l'ont elles-mêmes transmis leurs enfants, et qui se retournent et qui voient que l'immeuble dans lequel ils ont vécu est ruiné, et qui se retrouvent absolument sans rien, alors que l'hiver approche. Ce sont des épreuves terribles. Et nous, on voudra ensuite, dans la procédure, on ne veut pas entendre parler 1,5 million de victimes. Il faut qu'on les identifie, ces victimes, il faut qu'on ait des récits, il faut se rendre compte de cela, parce que tout le discours d'Israël, c'est de déshumaniser, c'est-à-dire on enlève l'humanité des Palestiniens en disant c'est 1 million, c'est 2 millions, c'est 10 000. Non, 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 c'est des êtres humains. Et on va, donc ce sera un travail qui sera très long, mais il sera long devant la Cour, il sera joué également devant d'autres instances, il n'y a pas de doute. Et l'immense réseau d'avocats qui va se mettre en place à partir des groupes nationaux qui agiront avec leur talent, leurs compétences, permettra une force de frappe juridique. Et à part vous, il y a l'Afrique du Sud, la Bolivie, le Bangladesh, l'État des Comores et Djibouti ont également annoncé leur requête auprès de la Cour pénale internationale. Euh, Toutes ces requêtes vont se réunir ou la Cour pénale internationale va regarder toutes ces requêtes différemment. Non, tout va être réuni et on a salué l'initiative de ces 5 États qui ont, après notre plainte, dit effectivement en tant qu'État membre, on dépose plainte. Donc c'est important pour le procureur parce qu'il n'a plus à prendre la décision par lui-même. Il prend une décision qui lui est demandée par des États membres. Donc c'est une étape qui est tout à fait importante, mais il y a également les démarches extérieures. C'est-à-dire que des pays comme l'Algérie et la Turquie ne sont pas membres de la CPI, mais quand ils s'adressent à la Cour avec des mots qui sont justes, des argumentaires qui sont en phase, la Cour nécessairement en tient compte et on lance un appel encore à ce jour à une coopération avec d'autres États qui, même s'ils ne sont pas membres, peuvent exprimer en disant tout le monde devant une telle injustice. Tout le monde se retourne vers la Cour. C'est vrai que le Conseil de sécurité devrait régler ça, mais il laisse faire parce qu'il est tenu par les États-Unis. Voilà, donc ils sont complices. Hein, bon. Et donc il y a où est-ce qu'on se dit? Eh bien oui, on se retourne vers la Cour. Donc c'est vrai qu'on demande peut-être beaucoup au procureur, et notamment d'assumer les responsabilités que les États puissants ne prennent pas. Mais c'est sa mission. Et le bloc des juristes que l'on a formé, et qui encore une fois est en train de prendre une ampleur universelle, est là pour lui dire, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que le droit appartient à tous. Le droit, il n'appartient pas aux sanguinaires. Euh, et alors, quelle autorité mettra en œuvre l'arrêt de la Cour pénale internationale? Et s'il y a un mandat d'arrêt, il doit être exécuté par tous les États signataires. Mhm. Donc, les personnes concernées ne peuvent plus circuler, sauf dans des pays qui rejettent la Cour. Mais en dehors de cela, ça aura évidemment beaucoup d'impact parce que si nous obtenions cette mesure, ben, immédiatement, on demanderait aux États occidentaux de ne plus soutenir une personne qui est ainsi désignée par la Cour. Et on en prendrait ensuite, il y aurait toute une autre, enfin, beaucoup de mesures à prendre à partir de cet événement. Donc, la justice pénale internationale, c'est sûr qu'elle n'est pas simple, comme on est habitué dans tous les pays où on a des recours en justice rapides et efficaces pour juger des affaires simples. C'est une affaire très compliquée. Mais pour une fois, tout le monde s'unit autour de ce sujet.
On prendra le temps nécessaire. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus cette situation où un Premier ministre israélien puisse dire « je vais aller frapper les Palestiniens et les dégoûter de rester chez eux ». Ça, on ne le veut plus. On ne veut plus ces morts. On ne veut plus ce mépris de l'être humain affiché avec une décontraction absolue en disant que pour tuer une personne, on peut en tuer 50. Non, ça, c'est plus possible. À qui attribuez-vous les infractions? C'est pas le gouvernement d'Israël, c'est les Non. personnes, n'est-ce pas? Nous avons visé le Premier ministre, le ministre de la Défense et le responsable militaire des opérations. Mais je ne confonds pas mon rôle, qui est celui d'avocat, avec les juges, et c'est aux juges finalement de déterminer en fonction des renseignements que nous leur donnons, en fonction de nos argumentaires, qui est responsable. Donc notre démarche et toute l'organisation qu'on va mettre en place, on commence demain à Alger où il y a un très important congrès et réunion de travail internationale sur le thème, ça va être de dire aux avocats, restez des avocats, faites votre travail. Donc les Palestiniens, est-ce que les droits des Palestiniens sont violés? Ben oui, ils sont violés. Et on peut les défendre. Il y a un barreau de Palestine qui est très actif, il sera d'ailleurs présent demain. Et on a commencé à coopérer sur des affaires. Mais vous pouvez apporter un poids, vous pouvez apporter une aide, vous pouvez apporter une technique internationale, vous pouvez apporter des ressources qui sont propres à votre pays. Eh bien, les avocats, nous sommes les experts pour défendre les droits des personnes. Maintenant, notre client, c'est le peuple palestinien et nous sommes à son service. Alors, oui, je vois. Euh, alors, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a une décision juridique contre l'Israël, contre les actes de l'Israël? À ce jour, il n'y a pas de décision juridique, c'est beaucoup trop tôt. Mais je rappelle quand même qu'il y a cette décision qui est toujours méprisée par les Occidentaux, qui est l'arrêt du 5 février 2021. Pardon. Il y a cette décision toujours méprisée par les pays occidentaux, qui est cette décision du 5 février 2021, qui a jugé que la Palestine est un État et qu'il n'y a aucun problème de compétence. Donc, quiconque commet un crime sur le territoire palestinien relève de la CPI, quelle que soit sa nationalité, qu'il ait ratifié le traité ou non. Voilà. Donc ça nous donne une assise considérable et évidemment qu'après cet arrêt, la seule réflexion elle était intéressante d'ailleurs parce que du côté palestinien, y compris du côté des groupes armés, ils avaient dit c'est une excellente décision vu qu'on se place sous l'angle du droit international. La résistance armée s'exerce dans le cadre du droit international humanitaire. S'il y a des excès, ils seront analysés, ils seront jugés, on pourra discuter, il n'y a pas de problème avec cela. Alors que la réaction israélienne a été de dire c'est une cour antisémite, elle veut empêcher le droit des Juifs de vivre sur leur terre, et le procureur général d'Israël a développé tout un argumentaire invraisemblable pour montrer que la cour avait non seulement été antisémite, mais qu'elle avait tout faux, avec une démonstration juridique qui a laissé, qui nous laisse sans voix, parce que non, ils se mettent complètement en marche du droit. Voilà. Donc il y a des gens qui sont en référence au droit, qui peut-être peuvent avoir des failles, des manquements ou des fautes, comme je dirais un conducteur automobile. Il doit respecter. Bon, mais on se met sous l'angle du droit. Et puis un autre qui ne se met pas sous l'angle du droit. Mais depuis des années, nous sommes témoins d'actions inhumaines et illégales de la part des autorités israéliennes. Le droit international est-il insuffisant pour prévenir les actes inhumains? Quelles sont les mesures à prendre pour prévenir les crimes contre l'humanité? Ben, je dirais deux choses. Je dirais que le droit a toujours été le même, les règles, mais ce qui nous manquait cruellement, c'était des instances où on pouvait porter le différent. Maintenant, c'est encore très compliqué parce que c'est pas parce qu'on passe la porte de la cour et qu'on est très bien reçu que l'enquête est ouverte, enfin que les mandats d'arrêt sont délivrés le lendemain. Donc, ce sont toujours des batailles très très difficiles. Et à ce jour où je vous parle, j'ai aucune certitude. Simplement, j'ai une certitude sur le travail qu'il faut faire. Voilà. Bon. Donc, quand vous prenez Sabra et Shatila, ben, la question du jugement, elle ne se posait pas parce qu'il n'y avait aucune juridiction. Donc, il faut bien mesurer. Il faut également mesurer que ceux qui passent leur temps à critiquer la Cour pénale internationale parce qu'elle est comme ci, parce qu'elle est comme ça, eh bien, c'est simplement parce qu'ils la redoutent. Quand on regarde bien, ce sont des gros lobbies puissants qui sont là pour dire qu'il faut supprimer le droit international pour mettre uniquement la loi de l'argent et la loi des armes. Donc, nous, on oppose la loi. Voilà, la loi. Et chaque être humain est égal à un autre. Donc, ce qui fait qu'on a fait cette marche de progrès. Ensuite, le droit reste, hélas,
le droit international reste trop lié, mais c'est un travail de longue haleine à la puissance des pays occidentaux, et en particulier des États-Unis, avec ce grand paradoxe que les États-Unis ne ratifient aucun traité international, aucun, et qui font la leçon au monde entier en disant qu'il faut respecter le droit. Ils ont une Cour suprême qui ne reconnaît rien. La Turquie est membre du Conseil de l'Europe, elle est soumise à la Cour européenne des droits de l'homme, elle tient compte des arrêts, et ce sont de très bonnes garanties pour tout le monde, comme 47 pays du Conseil de l'Europe l'ont fait. Toute l'Amérique du Sud et du Nord se retrouve dans une même cour, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, où quand on s'est peut-être trompé sur le plan national, qu'on a mal raisonné, on donne une garantie aux citoyens devant une instance internationale. Parce que les droits, c'est fondamental, c'est ma vie, les droits. Les États-Unis refusent tout. Ils refusent tout. Ils refusent la CPI, pardon, ils refusent le Comité des droits de l'enfant, ils refusent la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ils ne ratifient aucun traité, et pourtant, ils font la leçon à tout le monde. Donc, il y a toute une organisation qui est à mettre en place, et ça sera un travail de longue haleine. J'espère qu'avec ce travail, ces jours-ci, on met les bases pour rééquilibrer la lecture du droit international, en faire vraiment un droit des peuples, et que les peuples se saisissent de la justice, qu'ils arrêtent de penser que la justice, c'est compliqué, que c'est tordu, que ça ne marche jamais. Ça marche très bien, c'est pour ça que c'est redouté. Nous espérons aussi, Maître Deva. Et merci beaucoup pour votre effort pour les Palestiniens et même aussi vous répondez à notre question. Écoutez, c'est un travail né des événements, mais qui tout de suite prend une ampleur parce qu'il s'inscrit dans un travail de longue haleine. Voilà. Et ce travail de longue haleine, ben, c'est la même loi pour tous. Et c'est que les peuples sont intelligents, les peuples ont la connaissance, les peuples ont des moyens de partager entre eux. Là, quand on a lancé cette affaire, on a reçu des soutiens qui venaient aussi bien du Pakistan que du Brésil, et tout le monde parle le même langage, qui est le langage du droit. Donc, il faut structurer cela, il faut que les peuples s'approprient le droit, et le droit ne fait de mal à personne. Mais seulement, il faut parler des fondamentaux, et les fondamentaux, c'est le principe d'égalité des peuples, le principe d'égalité de chaque être humain. Donc, quand je vois un discours qui est de suprématie, et je dis non, parce que celui-là va nous conduire à la guerre, et c'est d'ailleurs ce que dit la charte de l'ONU dans ses articles 2 fondamentaux, en disant que la paix résulte de la coexistence des peuples. Donc, si vous coexistez pas avec le peuple parce que vous estimez que vous êtes supérieur à lui, donc vous pouvez lui prendre sa terre, vous êtes rentré dans un jeu qui est la déclaration de la planète devient un feu. C'est-à-dire que tout pays qui est intéressé par un territoire ben, fait ce que fait Netanyahou ces jours-ci à Gaza en disant des terroristes, etc., etc. Et puis finalement, il accapare la terre et il éjecte 2 millions de personnes. Et donc, dans notre message à la Cour et dans le message que je fais passer auprès de tous, il y a à la fois l'humanité profonde parce qu'on doit tendre la main aux Palestiniens et être entièrement disponible. Le téléphone portable est là, ils peuvent appeler quand ils veulent. Donc il y a cette immédiateté de la relation, mais il y a également des visions beaucoup plus profondes et ces visions beaucoup plus profondes sont un droit qui respecte réellement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci beaucoup, Maître Dever, pour vous répondre à notre question. Comme j'ai déjà dit, merci beaucoup pour vos efforts humanitaires. Voilà. Merci à vous, au plaisir de vous retrouver. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.